Existe un instant précis, presque invisible pour le monde extérieur, un point de bascule silencieux où l'âme humaine, saturée d'émotions, de perceptions et de compréhensions accumulées sans relâche, cesse soudainement de se projeter vers l'extérieur. Ce moment ne s'accompagne d'aucun cri, d'aucune explosion, d'aucune revendication. Il ne prévient pas, il ne cherche pas à convaincre, il ne se défend pas, il se produit comme un retrait d'intérieur, lent et irréversible, comparable à une lumière qui se replie sur elle-même au crépuscule, non pas parce qu'elle est vaincue, mais parce qu'elle a compris quelque chose de fondamental, de définitif, de plus grand que le besoin d'être vu ou reconnu. Si ce sujet vous parle déjà, si quelque chose résonne en vous dès ces premières minutes, alors prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ce contenu n'est pas conçu pour divertir distraitement, mais pour accompagner des transformations intérieures profondes. Vous abonner, c'est choisir de ne pas marcher seul dans ces passages silencieux que peu osent nommer. Ce moment intérieur, beaucoup de personnes empathiques le vivent sans jamais parvenir à le formuler clairement. Elles sentent que quelque chose s'achève, mais sans l'effondrement dramatique auquel on pourrait s'attendre. Ce n'est pas une crise au sens classique, ce n'est pas une dépression visible, ce n'est pas une rupture spectaculaire. C'est un retour, un passage, une transition intérieure qui marque la fin d'une manière d'exister et le début d'une autre. Pourtant, ce basculement est presque toujours mal interprété par l'entourage. On le confond avec de la froideur, du détachement, un retrait social, voire un rejet. Mais ce que le monde perçoit comme une distance est souvent le point de départ d'un monde intérieur que ces personnes ont cherché pendant des années à offrir aux autres avant d'oser se l'accorder à elles-mêmes. Pourquoi les personnes profondément empathiques disparaissent-elles ainsi, sans explication, sans justification, sans demande de pardon? Pourquoi celles et ceux qui brûlaient autrefois du désir de se relier, de comprendre, de réparer, glissent-ils soudain dans le silence avec une paix presque déroutante? Pourquoi cessent-ils de se défendre, de s'expliquer, de rassurer? La réponse ne se trouve pas dans une blessure récente ou dans une fatigue passagère. Elle se situe dans un processus bien plus ancien, inscrit dans la structure même de la psyché humaine. Il s'agit d'une transformation archétypale, d'une métamorphose lente, où la douleur accumulée cesse d'être un fardeau et devient une forme de connaissance, où la sensibilité cesse d'être une plaie ouverte pour devenir un seuil. Ce que beaucoup interprètent comme un simple épuisement émotionnel est en réalité un mouvement d'individuation. Ce n'est pas un abandon des autres, mais une reconquête de soi. Pendant longtemps, l'âme empathique a existé à travers les reflets qu'on lui renvoyait. Elle s'est fragmentée pour maintenir l'harmonie, s'est dissoute dans les attentes, s'est adaptée aux tensions invisibles qui régnaient autour d'elle. Lorsqu'elle se retire, ce n'est pas pour se fermer au monde, mais pour rassembler ce qui a été dispersé. Il est important de préciser ce que signifie réellement être empathique. Il ne s'agit pas simplement d'être sensible ou compatissant au sens émotionnel du terme. L'empathie profonde est une structure de perception. Elle capte les atmosphères, les silences, les tensions non dites, les mouvements souterrains d'une relation, d'une famille, d'un groupe, parfois même d'une société entière. L'empathique agit comme un baromètre invisible. Il ressent la tempête avant qu'elle n'éclate, il perçoit la fracture avant qu'elle ne soit nommée. Cette capacité, lorsqu'elle n'est pas intégrée consciemment, devient un poids immense, car sans conscience, l'empathie se transforme en sacrifice. L'empathique devient celui qui absorbe, qui amortit, qui anticipe, qui apaise, souvent au prix de ses propres limites.
Il apprend très tôt que son rôle est de maintenir l'équilibre, que sa valeur réside dans sa capacité à comprendre, à pardonner, à se taire. Bien souvent, cette posture ne naît pas d'un choix, mais d'une nécessité. L'enfant empathique est celui qui a appris à lire une pièce avant même de savoir lire un livre. Celui qui a perçu la tristesse ou la colère des adultes avant même qu'elle ne soit exprimée. Pour survivre émotionnellement, il a développé une vigilance constante et a confondu l'amour avec l'effort de réparation. Mais aucune âme ne peut vivre indéfiniment dans cet état d'ouverture permanente. Même la mer a besoin d'un rivage. Même celui qui donne sans compter finit par se perdre s'il ne se retire jamais. C'est ainsi qu'une fracture intérieure commence à apparaître, d'abord de manière presque imperceptible. Une lassitude diffuse, un épuisement qui ne se repose pas, une désillusion silencieuse. L'empathique remarque qu'il n'est plus nourri par ce qui autrefois lui donnait un sens. Les gestes de don deviennent mécaniques, les relations deviennent vides. Il tente encore de rallumer la flamme, par le pardon, par l'adaptation, par le dépassement de soi, mais quelque chose ne répond plus. À ce stade, une loi ancienne de la psyché entre en jeu. Ce qui n'est pas reconnu devient ombre. La colère réprimée, les besoins ignorés, les limites niées ne disparaissent pas. Ils s'accumulent et cherchent une voie d'expression. Ils surgissent sous forme de fatigue chronique, de troubles de l'humeur, de rêves troublants, parfois même de symptômes physiques. Ce n'est pas un effondrement, c'est l'âme qui commence à briser un faux moi devenu trop étroit. Le masque de la disponibilité permanente cesse de fonctionner. L'harmonie jouée devient suffocante. De l'extérieur, ce basculement peut sembler soudain, mais en réalité, il est le résultat d'années de combats intérieurs invisibles. Lorsque l'empathique se retire enfin, ce n'est ni par rancœur, ni par cruauté, c'est avec le calme de quelqu'un qui a retrouvé son axe. Ce que d'autres appellent évidemment est, pour lui, un rituel sacré, non pas un retrait du monde, mais un retour vers un sanctuaire intérieur longtemps abandonné. Ce retrait n'est pas motivé par le rejet des autres. Il n'est du refus de continuer à servir de réceptacle aux besoins émotionnels non assumés. L'empathique cesse d'être le miroir, le contenant, le refuge. Il cesse d'exister uniquement à travers ce qu'il apporte. Couper certains liens n'est pas une faiblesse. C'est souvent le premier acte réel d'autonomie psychique. Une frontière tracée non par la colère, mais par une nécessité vitale. C'est ici que commence le véritable voyage. Et ce voyage, si vous choisissez de le suivre jusqu'au bout, se poursuivra dans les prochaines scènes. Restez présent, car ce qui vient ensuite explique pourquoi ce silence n'est pas une fuite, mais une renaissance intérieure que peu osent reconnaître. Pour comprendre pourquoi l'empathique finit par s'effacer, il faut remonter avant les relations, avant les ruptures, avant les déceptions visibles. Il faut revenir à l'origine, là où cette sensibilité n'a pas été choisie comme un trait de personnalité, mais construite comme un mécanisme de survie. Car l'empathie profonde, dans sa forme la plus intense, n'est rarement dans un climat où l'enfant a simplement appris à aimer. Elle apparaît plus souvent dans un climat où l'enfant a appris à prévoir, à s'adapter, à désamorcer. Il ne devient pas empathique parce qu'il est naturellement doux. Il le devient parce que, très tôt, il a compris qu'il devait sentir le rage avant qu'il n'éclate. L'enfant empathique est celui qui détecte la moindre variation dans les visages, le moindre changement de ton, la tension dans une phrase, le poids d'un silence. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'un parent est triste, en colère, humilié ou épuisé. Il le sait déjà, et parce qu'il le sait,
Il tente instinctivement de faire quelque chose avec cette information. Il devient vigilant, il devient adaptable, il devient utile. Le monde autour de lui n'est pas forcément violent de manière spectaculaire, mais il est instable, imprévisible ou émotionnellement confus. Alors l'enfant développe une compétence qui n'a rien d'un cadeau à ce stade. Il lie les autres pour rester en sécurité. Le problème, c'est que cette compétence s'accompagne d'une croyance silencieuse, presque sacrée, qui s'installe dans les fondations de l'identité. Si je comprends assez, si je préviens assez, si j'apporte assez, alors tout ira bien. Si j'anticipe les besoins des autres, je réduis les risques. Si je crée de l'harmonie, j'obtiens une paix, même temporaire. Si je me rends indispensable, je mérite ma place. Et à force de répétition, l'enfant ne distingue plus l'amour de l'effort. Il confond la relation avec la réparation. Il confond l'appartenance avec la performance émotionnelle. C'est ainsi que se forge le rôle de l'empathique, non pas comme une vocation, mais comme un contrat implicite hérité. On ne lui a pas demandé explicitement de porter le poids du climat affectif, mais tout dans l'environnement lui a appris qu'il était plus sûr d'être celui qui apaise que celui qui dérange. Il a peu être été félicité pour sa maturité. Il a peu être été appelé raisonnable, sage, compréhensif. Il a peu être été valorisé parce qu'il ne faisait pas de vagues. Et l'enfant a pris cela comme une mission, être facile, être conciliant, être présent, être disponible. Avec le temps, ce rôle devient une identité. Il ne se dit plus « je fais des efforts pour maintenir l'équilibre ». Il se dit « je suis celui qui maintient l'équilibre ». Et cette confusion est coûteuse, car lorsqu'on grandit sur cette base, on développe un réflexe de fusion. On ressent les émotions des autres comme si elles étaient les siennes. On se sent coupable du malaise ambiant. On se sent responsable de la paix du groupe. On s'oublie en croyant aimer. On se dissout en croyant être loyal. Et surtout, on attire des dynamiques qui confirment cette programmation, parce que l'empathique, habitué à donner sans compter, devient naturellement lisible pour ceux qui cherchent un réceptacle. Il attire ceux qui veulent être compris sans se comprendre eux-mêmes. Il attire ceux qui veulent être apaisés sans se transformer. Il attire ceux qui prennent l'attention comme un dû, la gentillesse comme un service, l'écoute comme une ressource illimitée. Au début, cela ressemble à de l'amour. Cela ressemble à une connexion rare. L'empathique se sent utile, profond, irremplaçable. Il pense que sa sensibilité est enfin reconnue, mais progressivement, un déséquilibre s'installe. Les limites deviennent floues. Les besoins de l'autre occupent tout l'espace. La relation fonctionne à sens unique, même si elle est émotionnellement intense. Et l'empathique, fidèle à son ancienne stratégie, tente d'ajuster encore davantage. Il donne plus, il pardonne plus, il explique plus, il se rend plus disponible, il rationalise ce qu'il ressent, il minimise ce qui lui manque. Il appelle cela maturité, il appelle cela amour. En réalité, c'est une répétition. Ce cycle est ancien et précis. Il commence par l'ouverture et se poursuit par l'exploitation, non pas toujours intentionnelle, mais réelle. L'empathique devient un point d'appui pour des personnes qui n'ont pas appris à s'autoréguler. Il devient un amortisseur, il devient un filtre, il devient un refuge. Et un jour, sans prévenir, il se rend compte qu'il n'a plus de refuge à lui. Il comprend qu'il est devenu une maison où tout le monde entre, mais où personne ne demande si les murs tiennent encore. Il comprend qu'il a été choisi pour ce qu'il donne, pas pour ce qu'il est. Et cette prise de conscience ne se fait pas toujours avec des larmes. Parfois, elle se fait avec un calme inquiétant,
un calme qui annonce déjà la coupure. C'est à ce moment que la psyché commence à réclamer une justice intérieure, car il existe une limite organique au sacrifice. Même si l'empathique est capable d'une endurance impressionnante, même si sa compassion semble infinie, son système nerveux, lui, a une capacité de charge. Lorsqu'elle est dépassée, quelque chose se ferme, pas sous forme de haine, mais sous forme de lucidité. L'empathique commence à percevoir la différence entre donner et se vider, entre aimer et se nier, entre soutenir et être utilisé. Et cette lucidité est souvent le début de la fin de certains liens. Le plus déroutant, c'est que cette transformation ne ressemble pas à ce que l'entourage attend. Beaucoup imaginent que celui qui a trop donné finira par exploser, par reprocher, par régler les comptes. Mais ce n'est pas toujours ainsi que cela se passe. Souvent, l'empathique ne cherche pas à punir. Il ne cherche pas à faire payer. Il ne cherche même pas à convaincre l'autre de sa douleur. Il n'entre pas dans une bataille. Il sort du champ. Il se retire parce qu'il a compris que l'explication devient une forme de sainement supplémentaire. Expliquer à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, c'est offrir encore une partie de soi à un espace qui ne la respectera pas. C'est ici qu'une deuxième vérité apparaît, plus profonde encore. Le besoin d'être compris peut devenir une chaîne brillante, séduisante, presque noble, car vouloir être compris semble légitime. Pourtant, chez l'empathique, ce besoin devient parfois une obsession silencieuse. Si je trouve les bons mots, si je prouve ma bonne intention, si j'explique mon cœur, alors l'autre verra enfin. Mais la réalité est plus rude. Certaines personnes ne veulent pas voir. Certaines dynamiques reposent sur le fait qu'on ne voit pas. Et dans ces cas-là, chercher à être compris revient à s'attacher à une porte qui ne s'ouvrira jamais. Alors l'empathique commence une opération intérieure radicale. Il retire son énergie de ses négociations. Il cesse de plaider sa valeur. Il cesse de démontrer sa bonté. Il cesse de se justifier. Et ce retrait, paradoxalement, ressemble à de la froideur pour ceux qui profitaient de sa chaleur. Ils diront « Tu as changé, tu es devenu dur, tu n'es plus le même. » Et ils auront raison sur un point, il n'est plus le même. Mais pas parce qu'il est devenu mauvais, parce qu'il a commencé à se respecter. Ce respect de soi n'est pas un slogan, c'est une rupture de contrat, c'est l'annulation d'accords invisibles signés dans l'enfance. C'est la fin de la croyance que l'amour se mérite en s'effaçant. C'est la fin de l'idée que la paix se paie en silence. Et c'est précisément là que l'empathique devient dangereuse pour les anciennes dynamiques. Non pas dangereux au sens agressif, mais dangereux au sens révélateur. Parce qu'une personne qui ne se laisse plus utiliser oblige les autres à rencontrer leurs propres responsabilités. Et beaucoup préfèrent accuser la distance plutôt que de regarder ce qu'ils prenaient pour acquis. À ce stade, l'empathique commence à sentir un appel vers autre chose. Pas vers une nouvelle relation, pas vers un nouveau rôle, mais vers une vie où son identité ne dépend plus de la réaction des autres. Il commence à pressentir qu'il existe un centre en lui qui n'a jamais eu besoin d'être validé, seulement retrouvé. Il commence à comprendre qu'il a vécu comme un satellite autour des émotions du monde et qu'il est temps de revenir à son axe. Et c'est exactement ce mouvement, ce retour au centre, qui prépare le basculement dont nous allons parler dans la scène suivante, la naissance du silence sacré, la dissolution de l'ancien personnage et l'entrée dans un territoire où la solitude n'est plus un manque, mais un remède. Il arrive un moment précis où l'ancien personnage ne tient plus, pas parce qu'il est attaqué de l'extérieur, mais parce qu'il s'effondre sous le poids de ce qu'il a trop longtemps contenu. Ce moment
ne ressemble pas à une crise visible. Il n'y a pas forcément de larmes spectaculaires, ni de rupture fracassante. Il ressemble plutôt à un désengagement intérieur, à une fatigue si profonde qu'elle devient lucide. L'empathique continue de fonctionner en apparence, mais quelque chose s'est déjà retiré. La voix qui cherchait à expliquer se tait. Le réflexe de réparer ralentit. L'élan vers l'autre se suspend. Et dans ce ralentissement, une vérité jusque-là étouffée commence à émerger. Ce qui se dissout alors, ce n'est pas la capacité d'aimer. C'est le faux moi. Cette structure construite très tôt pour survivre, pour s'adapter, pour être acceptable. Cette personne a toujours disponible, toujours compréhensive, toujours prête à porter ce qui ne lui appartient pas. Pendant des années, ce masque a permis de naviguer dans le monde. Il a donné une identité, une fonction, parfois même une reconnaissance, mais il a aussi exigé à un prix silencieux l'effacement progressif de la vérité intérieure. Lorsque la psyché arrive à saturation, elle ne négocie plus. Elle retire son énergie du masque. Et ce retrait est irréversible. À ce stade, l'empathique ressent souvent un étrange paradoxe. D'un côté, une tristesse profonde, presque un deuil. De l'autre, une paix inattendue. La tristesse vient de la perte de ce qu'il croyait être, de la mort d'un rôle qu'il a habité avec sincérité. Il pleure non seulement les relations qui se délitent, mais aussi l'image de lui-même comme celui qui sauve, qui comprend, qui tient. Il pleure les années passées à croire que l'amour se gagne par la disparition de soi. Mais au cœur de ce chagrin, une clarté nouvelle s'installe. Une sensation discrète mais ferme. Je ne peux plus continuer ainsi. C'est ici que le silence apparaît. Pas un silence vide, pas un mutisme défensif, mais un silence habité, un silence qui n'a plus besoin de se justifier. L'empathique cesse de répondre à certaines sollicitations, non par mépris, mais parce que chaque réponse coûterait trop cher. Il comprend que parler sans être entendu est une forme de violence intérieure. Il comprend que répéter sa vérité à des espaces qui la déforment revient à s'auto-trahir. Alors il choisit le silence comme une frontière, et cette frontière est souvent incomprise. De l'extérieur, ce silence dérange. Il crée un vide là où il y avait une disponibilité constante. Ceux qui s'étaient habitués à cette présence permanente ressentent un manque, parfois une colère, parfois une inquiétude. Ils cherchent des explications. Ils réclament des mots, des clarifications, des preuves que le lien existe encore. Mais l'empathique, désormais, ne répond plus à ces appels automatiques. Non parce qu'il n'éprouve plus rien, mais parce qu'il a compris que tout expliquer revient à se livrer à nouveau à un système qui ne change pas. Son silence n'est pas une punition, c'est une protection. À l'intérieur, un travail beaucoup plus profond est en cours. L'empathique commence à revisiter les mythes intérieurs qui ont guidé sa vie. Ses croyances anciennes, jamais formulées consciemment, mais toujours actives. Si j'aime assez, on restera. Si je comprends assez, on ne me fera pas de mal. Si je répare, je serai en sécurité. Dans le calme imposé par le retrait, ces mythes apparaissent pour ce qu'ils sont réellement des stratégies de survie nées dans l'impuissance. Et pour la première fois, l'empathique ne les juge pas. Il ne se méprise pas de les avoir portés. Il honore l'enfant qui n'avait pas d'autre choix. Ce processus est lent, parfois déroutant. L'empathique peut se sentir invisible au monde, moins sollicité, moins reconnu, moins intégré. Mais en même temps, il se sent plus présent à lui-même. Son système nerveux commence à se réguler. Les montagnes russes émotionnelles s'apaisent. Il n'est plus aspiré par les humeurs des autres. Il n'est plus constamment en alerte. Ce calme,
n'est pas une anesthésie, c'est une réorganisation. L'ego, épuisé par des années de service forcé, relâche son contrôle. Quelque chose de plus profond prend le relais. C'est à ce moment que surgissent souvent des rêves puissants, des images de seuils, de portes, de forêts, d'océans, de temples anciens. Ces symboles ne sont pas décoratifs, ils signalent un passage. Le seuil représente la transition entre l'ancien et le nouveau. La forêt évoque l'inconscient qui appelle à être traversé. L'océan symbolise l'âme libérée des limites imposées. Ces rêves apparaissent lorsque la psyché se prépare à un changement de niveau. L'empathique n'est plus seulement en train de guérir, il est en train de se transformer. Avec cette transformation vient une autre révélation, souvent dérangeante. Toutes les relations ne survivent pas à l'éveil. Certaines connexions reposent sur la blessure, sur la dépendance, sur l'asymétrie. Lorsque l'empathique cesse de jouer son rôle, ces liens se dissolvent naturellement, non par vengeance, mais par incompatibilité. Et cette dissolution est douloureuse. Elle implique de renoncer à l'espoir que certaines personnes deviennent un jour capables de rencontrer l'empathique là où il est réellement. Elle implique d'accepter que certains liens n'étaient pas des destinations, mais des étapes. Dans ce silence nouveau, l'empathique cesse aussi de se définir par le regard extérieur. Il ne cherche plus à être vu, compris, validé. Il commence à sentir une souveraineté intérieure. Non pas une supériorité, mais une stabilité. Il ne négocie plus son identité. Il ne plaide plus sa cause. Il ne se contorsionne plus pour maintenir des liens qui exigent son effacement. Cette posture effraie parfois ceux qui l'ont connu avant. Ils diront qu'il est devenu distant, inaccessible, froid. En réalité, il est devenu entier. Ce silence n'est pas une absence, c'est une cathédrale intérieure, un espace vaste où l'empathique peut enfin entendre sa propre voix, non celle façonnée par les attentes, mais celle qui parle par intuition, par résonance, par vérité simple. Il commence à comprendre que la paix ne vient pas d'être comprise par les autres, mais de ne plus se trahir soi-même. Et cette compréhension marque un point de non-retour. Car une fois que l'empathique a touché ce centre, il ne peut plus revenir en arrière sans se mutiler psychiquement. Il ne peut plus redevenir le personnage qu'il a dépassé. Le silence qui l'habite désormais n'est pas un refuge temporaire, c'est un territoire, un espace liminal entre ce qu'il était et ce qu'il devient. Et c'est précisément dans cet entre-deux sacré que se prépare la dernière étape du voyage, celle que beaucoup redoutent et que peu comprennent: l'autonomie totale, la fin du besoin de retour et la renaissance sur un autre plan d'existence intérieure que nous explorerons dans la scène suivante. Il existe un point précis, rarement nommé, où l'empathique ne se retire plus pour guérir, mais parce qu'il n'a plus rien à négocier. À ce stade, le silence n'est plus un mécanisme de protection, il devient un état naturel. Le mouvement intérieur est achevé. Ce qui devait se dissoudre s'est dissous. Ce qui devait être récupéré a été récupéré. L'empathique n'attend plus d'excuses, plus de reconnaissance, plus de réparation extérieure. Il ne cherche plus à revenir, non par orgueil, mais parce que l'endroit qu'il a quitté n'existe plus dans sa cartographie intérieure. Si vous vous reconnaissez dans cette étape, si ce cheminement résonne en vous, alors c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Ce que nous explorons ici ne relève pas du développement personnel de surface, mais d'une transformation profonde de la psyché. Vous abonner, c'est continuer à marcher dans cette clarté, sans retourner à l'ancienne confusion. À ce niveau d'individuation,
L'empathique comprend quelque chose de fondamental. Le pardon n'est pas toujours synonyme de réconciliation. Pardonner, dans sa forme la plus mature, signifie retirer le poison de ses propres veines, pas retourner dans l'espace qu'il a inoculé. Il n'y a plus de rancune, mais il n'y a plus non plus de porte ouverte, là où les fantômes circulent encore. Ce discernement effraie souvent ceux qui confondaient accessibilité et amour. Ils diront que l'empathique a changé, qu'il s'est durci, qu'il est devenu méconnaissable. Ils ont raison, il a changé, il s'est affranchi. Cette souveraineté intérieure n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à être reconnue, elle ne se proclame pas. Elle se manifeste par une présence calme, stable, non réactive. L'empathique ne se précipite plus pour combler les silences. Il ne corrige plus les perceptions erronées. Il ne se défend plus contre les projections. Il laisse le monde interpréter, car il a compris que tenter de contrôler le regard des autres revient à abandonner à nouveau son centre. À ce stade, l'empathique cesse d'être une monnaie d'échange dans l'économie émotionnelle des autres. Il ne se vend plus pour être aimé. Il ne saigne plus pour échauffer. Il ne s'offre plus en sacrifice déguisé en bonté. Son énergie deviendra précieuse, orientée. Ceux qui avaient l'habitude de s'y abreuver sans réciprocité ressentent cette absence comme une perte, parfois comme une trahison. Mais cette réaction ne concerne plus l'empathique. Elle appartient à ceux qui doivent maintenant apprendre à se soutenir eux-mêmes. Un paradoxe profond émerge alors. Plus l'empathique devient entier, moins il ressent le besoin d'être vu. Plus il s'enracine dans sa vérité, moins il cherche le miroir extérieur. Son centre n'est plus mobile. Il n'est plus influencé par l'approbation ou le rejet. Il a quitté la négociation identitaire. Ce calme intérieur n'est pas une indifférence. C'est une intégrité, une cohérence profonde entre ce qu'il ressent, ce qu'il pense et ce qu'il choisit. Dans cette phase, beaucoup d'empathes rapportent une sensation étrange, mais stable. Ils se sentent moins présents dans le monde social, mais infiniment plus présents dans leur propre vie. Leur corps se détend, leur respiration se régule, leur sommeil change, leur rapport au temps se modifie. Ils ne sont plus pressés, ils ne cherchent plus à convaincre, ils n'expliquent plus leur distance. Ils marchent avec une forme de gravité douce, comme quelqu'un qui a cessé de fuir sa propre profondeur. Ce retrait final n'est pas une disparition, c'est un déplacement de plan. L'empathique continue de croiser les autres, de parler, de travailler, d'aimer, mais il le fait à partir d'un autre centre. Il ne crée plus de liens à partir de blessures partagées, mais à partir de la résonance. Il n'entre plus dans des relations fondées sur le manque, mais sur l'alignement. Et cela réduit naturellement le cercle, non par rejet, mais par cohérence. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'empathique s'est isolé. En réalité, il a changé de langage. Il parle désormais par présence plutôt que par explication. Il enseigne par cohérence plutôt que par discours. Son silence devient un message que seuls ceux qui ont entamé le même chemin peuvent entendre. Ce silence n'est pas vide. Il est plein d'une clarté que le bruit ne peut contenir. Il est important de comprendre que cette transformation n'est pas une pathologie. Ce n'est ni une fuite, ni une fermeture émotionnelle. C'est une métamorphose. Le cocon n'est pas un signe de mort. Il est le prélude à une autre manière d'exister. Ceux qui n'ont pas traversé ce passage continueront à qualifier cette posture de froide, distante, inaccessible. Mais ce jugement vient toujours de la surface. Depuis la profondeur, le silence et présence. L'empathique, arrivé à ce point, n'essaie plus de sauver. Il ne cherche plus à être nécessaire. Il n'attend plus d'être choisi. Il a compris que la vraie bonté n'est pas l'abandon de soi, mais l'authenticité,
Il a cessé de se trahir pour maintenir des liens. Il a cessé de rétrécir pour être accepté. Et dans cette fidélité à lui-même, il devient paradoxalement plus humain, plus juste, plus libre. Si vous ressentez cet appel à vous retirer, à ne plus expliquer, à ne plus revenir, faites-lui confiance. Vous ne perdez pas votre cœur, vous le récupérez. Vous ne devenez pas froid, vous devenez clair. Vous n'abandonnez pas les autres. Vous quittez simplement l'illusion qu'il faut souffrir pour être aimé. Le silence que vous traversez n'est pas un vide à combler. C'est un sanctuaire à honorer. L'empathique ne revient pas là où son âme s'est déformée pour survivre. Non par punition, non par supériorité, mais par intégrité. Il a changé d'axe. Il marche désormais avec son propre rythme, sa propre vérité, son propre mythe intérieur. Et en cela, il offre au monde quelque chose de plus puissant que la présence constante, l'exemple vivant d'une paix qui n'a plus besoin d'être prouvée. Quand quelqu'un disparaît de votre vie sans colère, sans explication, sans conclusion, ne concluez pas trop vite à l'abandon. Parfois, ce que vous prenez pour une distance est une élévation. Ce que vous appelez froideur est une clarté. Ce que vous vivez comme une perte est une initiation. Car lorsque l'âme cesse enfin de se fragmenter pour appartenir, elle choisit, pour la première fois, de s'appartenir entièrement.